Ils sont venus des 4 coins du globe, non pas pour se reposer, mais pour inventer l'avenir. Oui, mais moi, j'ai 61 ans aujourd'hui, puis si j'avais 40 ans aujourd'hui, c'est pas des festivals que je lancerais. Dans cette série Balado, on s'intéresse à un pilier discret de notre économie, le tourisme d'affaires. Un secteur qui génère, bon an, mal an, plus de 2 milliards de dollars de retombées chaque année pour le Québec. Je suis Geneviève Petersen et vous écoutez Plus que des pieds carrés, le Balado du Palais des Congrès de Montréal. Les événements d'affaires rapportent-ils plus que les festivals? Dans cet épisode, on lâche les gants et on met en perspective 2 facettes de l'industrie touristique québécoise. Vont s'affronter Geneviève Quentin, PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, et Jacques-André Dupont, qui est organisateur d'événements d'affaires comme C2 Montréal et à la tête du Festival de jazz et des Francopholies depuis de nombreuses années. Bonne écoute! Bon, est-ce que c'est l'épisode où on jette les gants? C'est la question que je pose aujourd'hui, puisqu'on va se demander si les événements d'affaires rapportent davantage que les festivals. Et pour en débattre, oui, j'utilise le mot débat. On a avec nous Geneviève Quentin, qui est PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Salut Geneviève. Bonjour. Et Jacques-André Dupont, qui est sur le conseil d'administration de C2 International. Salut Jacques-André. Bonjour. Bon, quand je dis que c'est un débat, bon, on se taquine un peu, là, c'est pas nécessairement un débat, mais c'est vrai que dans le monde du festival et dans le monde du tourisme d'affaires, on se targue souvent de dire c'est nous qui rapportons le plus et les festivals, ça rapporte beaucoup. Puis oui, les festivals, ça rapporte, le tourisme d'affaires aussi. Je vais vous demander d'emblée d'y répondre à cette question-là. Selon vous, votre... Oh, il se regarde en souriant, j'aime ça. Je vais donner la parole à Geneviève en premier. Est-ce que, selon toi, le tourisme d'affaires, ça rapporte plus que les festivals au Québec? En fait, j'oserais dire que le tourisme en général rapporte énormément. Et ce qui ne se faisait pas... Oui, mais en fait, je vais quand même aller un peu plus loin. Oui. Ce qui ne se faisait pas avant là, se fait maintenant. On réalise à quel point le tourisme d'affaires, les événements d'affaires ont une portée importante pour le tourisme. Et oui, la dépense d'un touriste qui vient en tourisme d'affaires est plus importante que la dépense d'un touriste d'agrément. Ceci dit, on génère dans l'industrie touristique généralement 4,4 milliards de devises étrangères annuellement. Donc, si on compare ça à des produits d'exportation comme l'aluminium, le minerai de fer, puis l'aéronautique, on est en 4e position dans les revenus du gouvernement du Québec. Et de ces revenus-là, il y a 800 millions qui viennent de l'industrie du tourisme d'affaires. Donc, sur 4,4 milliards, il y a 800 millions. Actuellement, en n'ayant pratiquement pas investi ou reconnu cette industrie-là jusqu'à présent. Jacques-André? Bien, moi, j'aime mes enfants tous égaux. Mm-hmm. Et comme chairman du Festival de jazz des Francopholies, comme partie de l'équipe de C2 Montréal depuis bientôt 6 ans, je veux pas prendre position. La position que j'ai... Là. Non, mais la position que j'ai, c'est que le tourisme d'affaires ne fait pas du tout le travail qu'il devrait faire. Et il y a vraiment ce que j'appelle un océan bleu, un blue ocean. On dit ça dans le milieu du marketing. C'est quand tu regardes l'océan puis tu te rends compte qu'il y a de la place pour une croissance extraordinaire. Puis en ce moment, dans le tourisme d'affaires, c'est ça qu'il y a. Il y a une opportunité extraordinaire. On peut faire avec les événements d'affaires ce qu'on a fait il y a 30 ans avec les événements culturels. Et le Québec mérite d'avoir des événements d'affaires à la hauteur de ces événements culturels. Quand on dit le tourisme d'affaires pourrait en faire plus, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? Bien, en ce moment, il y a un travail formidable. Puis là, je parle comme un gérant d'estrade. Puis, toi, Geneviève, tu pourras en parler plus, mais on fait un travail remarquable à Montréal, à Québec, pour attirer des conventions, des congrès, des salons internationaux, des réunions d'affaires, etc. Là où on peut faire beaucoup mieux, mais beaucoup, beaucoup mieux, c'est nous-mêmes d'être propriétaires de nos événements d'affaires, de créer des événements B2B, comme C2 Montréal l'a fait, comme Entertainment AI l'a fait, la Conférence de Montréal. Il y en a plusieurs qui l'ont fait, mais c'est encore, on est au balbutiement de ça. Est-ce que c'est parce que c'est pas dans nos réflexes? Je pense que y a des raisons. Je pense que c'est plus sexy pour des jeunes promoteurs de créer un festival
aujourd'hui que de créer un événement d'affaires. C'est vrai, parce que le festival est quelque chose de très glamour. Ouais. On parle de vedettes internationales, Ouais. de la vie la nuit. C'est sûr que le tourisme d'affaires, on est moins là-dedans dans l'esprit. Oui, mais moi, j'ai 61 ans aujourd'hui, puis si j'avais 40 ans aujourd'hui, c'est pas des festivals que je lancerais. Bien, en fait, C2 Montréal est le meilleur exemple. C'est qu'on a fait d'un événement d'affaires un événement festif. Et à la mode. À la mode, Oui. qui répond tant aux besoins de la rencontre en entreprise que du besoin d'avoir du plaisir. Puis cette reconnaissance-là, je pense qu'elle vient aussi actuellement là, au niveau du tourisme d'affaires, des événements d'affaires, du fait que arrêtons de voir ça comme un secteur d'activité. Voyons-le comme une clientèle, comme un segment de l'industrie touristique. Donc, on parle de festivals événements dans l'agrément, mais les festivals dans l'agrément, ils font aussi beaucoup de touristes d'affaires. Ils ont des loges corporatives où les gens achètent des tables pour inviter des amis pour assister à des shows. Il y a des volets professionnels. Absolument, dans plusieurs événements. Donc, ça se fait déjà. Mais là, il faut qu'il y ait la reconnaissance beaucoup plus accrue de ça. Puis, c'est ce que le gouvernement du Québec actuellement, le gouvernement fédéral aussi a comme approche. Mais comme industrie, on a décidé aussi de le faire main dans la main puis de dire que c'est pas une question de agrément ou affaires, c'est une question de mariage entre les deux. Mais je trouve que tu ouvres la porte à quelque chose d'intéressant parce que, bon, on les voit souvent comme deux secteurs très opposés, voire même en compétition. On aurait plutôt avantage à les voir comme des secteurs complémentaires. Est-ce que les gens travaillent en silo? Mais c'est déjà le cas. C'est ça, ouais. Quand je suis sûr que Emmanuelle, qui est PDG au Palais des Congrès, quand elle va vendre la venue, elle va tenter d'amener un congrès à Montréal, je suis 100% certain qu'elle utilise, par exemple, la marque de commerce du Festival de jazz, de Juste pour rire, Ben oui. du Musée des Beaux-Arts, etc. Dans la candidature, Dans absolument. la candidature. Ben oui. Parce que, puis moi, je l'ai vu souvent, là, j'ai été 31 ans au Festival de jazz comme dirigeant, puis pendant le festival, on voyait les congressistes du Palais des Congrès débarquer sur le site du festival puis être heureux d'un bonheur extraordinaire. Parce que il découvrait une ville formidable, puis il y avait un ajout à l'offre de ce qu'avait mis en place le Palais des Congrès. Et donc, puis même probablement que dans certains cas, certains congrès peuvent réduire leurs coûts parce qu'ils savent qu'il va y avoir une offre montréalaise extraordinaire. Ils n'ont pas besoin de la créer eux-mêmes. Puis est-ce que ça arrive qu'il y a certaines organisations qui demandent, par exemple, carrément de venir en même temps que certains événements, certains festivals? Assurément. Ouais. Surtout à Montréal, Québec. En fait, Montréal et Québec, là, ce sont les deux gros marchés du congrès international. Donc, il n'y a pas vraiment de congrès internationaux qui se tiennent actuellement dans d'autres régions du Québec. Il y en a un peu, là, mais c'est très, très minime. Le gros marché des Américains, des Français, des Canadiens, anglais, c'est à Montréal et à Québec. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui font par exprès pour tenir leurs événements pendant la saison estivale, pendant les festivals, pendant l'hiver avec Igloo Fest, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a une offre qui est diversifiée maintenant de plus en plus au niveau du tourisme d'agrément. Ouais, c'est plus seulement l'été, là. Non, 25 de nos revenus touristiques sont l'hiver, donc sont générés l'hiver. Alors, c'est quand même important sur le 100 %. Et il y a une expression en anglais qui est comme intraductible en français, c'est « bleisure ». Oui, c'est business and pleasure. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite renforcer, puis on souhaite le renforcer partout sur le territoire. Jacques-André. Ouais. Puis ce que Geneviève dit, c'est vrai, c'est que Montréal et Québec est déjà bien servi. On peut aller beaucoup plus loin, comme je disais, en créant des événements qui sont les nôtres, qui vont revenir d'année en année, parce que prends-le du côté de la culture. Un événement comme Festival de jazz qui revient pendant plus que 45 ans. Qui est une institution, là. Une institution et qui attire des touristes d'agrément. Oui. C'est comme un congrès majeur qui revient à chaque année ad vitam aeternam. C'est vrai. Fait que si tu le fais du point de vue des événements d'affaires, c'est la même chose. Donc, il faut continuer à attirer des congrès qui viennent, mais qui repartent. Il faut les penser comme ça. Mais il faut maintenant aussi développer des événements qui reviennent à chaque année ou à tous les 2 ans. Ça prend des promoteurs pour faire ça. Ça prend un écosystème. Il y a une prise de conscience des partenaires gouvernementaux et touristiques qui est en train d'arriver grâce, entre autres, à ton leadership, Geneviève. Et ça va mener à la création de nouveaux événements. Mais là où je pense qu'il y a vraiment un potentiel d'augmentation, c'est dans les régions du Québec. Parce qu'il y a moyen
de créer des événements d'affaires qui vont revenir d'année en année dans le Bas-Saint-Laurent ou en Côte-Nord. Les gens ou à seraient Charlevoix. intéressés à se rendre dans ces régions-là. Puis Écoute, moi, je parle pour ma patrie, là, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, donc moi, c'est une bonne nouvelle. Là. Oui, bien... J'aurais tendance à penser qu'étant donné que c'est plus loin, que c'est moins central, loin des aéroports... C'est sûr que l'accessibilité vient avec ça, mais tu sais, il y a toute une construction à faire. Actuellement, de plus en plus de lignes aériennes sont développées sur des destinations internationales en ligne directe vers le Québec. Donc, juste à Montréal, je pense on est rendu à 156 annuellement là, de lignes aériennes directes avec des destinations internationales. Québec se développe de plus en plus. C'est sûr que l'accessibilité, c'est un morceau. Mais l'accessibilité, elle peut devenir aussi une opportunité. Il y a des événements qui se basent uniquement sur le fait que tu es dans la déconnexion complètement. Imaginons dans quelques années de faire un événement à Anticosti complètement dépaysé. Je pense à l'impact écologique. Oui, c'est sûr, mais en même temps, avec l'impact écologique, c'est sûr que plus tu as de lignes directes, mieux c'est parce que tu as moins d'impact, justement, dans le transport. Mais ceci dit, oui, il y a un impact, mais est-ce que l'impact peut être bon aussi pour la vitalité des régions? Est-ce que l'impact au niveau de la durabilité puis du fait que les gens sont installés dans ces régions-là, il ne faut pas oublier qu'il y a 24 000 entreprises touristiques actuellement au Québec. Il y a 420 000 emplois qui relèvent de cette industrie-là. Donc, si on cesse de développer cette industrie-là au niveau du transport, par exemple, ou de l'accessibilité, bien, on passe un peu à côté. Oui, on perd. Puis on s'entend qu'on peut aussi développer des transports durables. Il y a des trains, on a beaucoup de ferroviaires. Ça veut dire qu'on pourrait axer un événement, par exemple, autour, je sais pas moi, du ski ou des activités de plein air dans une certaine région. Je donne souvent le même exemple. Si j'étais promoteur dans le Bas-Saint-Laurent, par exemple, dans le bas du fleuve, ben, je pense que c'est un endroit extraordinaire pour faire un événement B2B sur la chasse et la pêche. Parce que tu es dans un terrain de jeu extraordinaire. Donc, il faut trouver le bon angle avec le bon lieu, avec les bonnes personnes. Tu sais, faire un événement sur les changements climatiques au Nunavik, c'est pas la meilleure place au monde pour aller faire ça en ce moment. Parce que je le sais pas. Oui puis non. Ben, c'est parce il y a quelque chose de paradoxal là-dedans quand même. Il y a quelque chose de paradoxal, mais souvent, les événements d'affaires sont là pour faire avancer quelque chose. Absolument. Et dans cet exemple-là, c'est sûr que c'est paradoxal parce qu'il faut que tu y ailles en avion. Oui. Mais en même temps, c'est là que ça se passe, puis c'est là que les dirigeants peuvent comprendre ce qui se passe, puis que la société civile peut comprendre ce qui se passe et tout ça. Et puis, la communauté inuit mériterait d'avoir un événement d'affaires où ils sont centrales dans la discussion, par exemple. Absolument. Fait, ben oui. Oui, tu as toujours, dans le tourisme, c'est une balance. Tu vas toujours avoir cette balance-là. C'est sûr, c'est une balance. Puis c'est sûr qu'on est préoccupé, mais le Québec se développe tellement de manière durable, même dans la promotion qu'on fait du Québec à l'international, on le fait comme ça. On se positionne de manière au niveau de tout l'impact, au niveau des changements climatiques, tout ça. On est vraiment, on choisit des entreprises, on choisit une façon de vendre notre destination comme ça. Donc, on est très, très préoccupé par ça. Puis même les centres de congrès, palais des congrès ont vraiment fait le virage aussi dans l'accueil des clientèles. On mange local. Tu sais, si tu t'en vas dans une région donnée, avant, il y a quelques années, là, on n'avait pas nécessairement accès aux produits locaux. Là, les restaurateurs sont tous... la scène culinaire au Québec, je pense que c'est beaucoup... Ils veulent vraiment mettre tout l'accent sur les produits locaux. Donc, c'est la même chose. C'est quand on amène les gens en région, oui, certes, il y a des impacts au niveau écologique, mais rendu là-bas, tu as une contribution au niveau de l'impact social qui est intéressant. Le côté Québec-Montréal, province de Québec, comme... province francophone, des villes francophones. Bon, Montréal peut-être davantage bilingue, mais quand même, c'est considéré comme une ville francophone. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient quand vient le temps d'attirer des gens? Je pense que ça a été pendant plusieurs années un inconvénient parce qu'ils croyaient qu'il y avait vraiment une barrière de langue. Ceci dit, maintenant, ça devient un avantage parce que ça devient exotique. On est the touch of Europe. Pour les Américains, on est à 5 heures de route. On n'a pas de décalage horaire. Le taux de change est favorable. Puis en plus, on parle français. On mange bien. Il y a des festivals, des événements sur toute l'année. Il y a une offre muséale qu'on ne peut pas renier, qui est extraordinaire également. Donc, il y a vraiment une offre globale qui est intéressante. Mais effectivement, je pense que quand même, c'est toujours de dire, est-ce que parce que vous parlez français, votre première langue, c'est le français, est-ce que c'est plus difficile d'avoir accès à être bien accueilli? Mais la vérité, c'est qu'ils se rendent compte très rapidement que c'est pas le cas. Mais c'est comme partout, les gens qui travaillent dans l'industrie touristique parlent anglais majoritairement
du moins, savent se débrouiller. Là. Mais je pense qu'à l'international, on doit parler d'abord de la marque Montréal et de la marque de la Ville de Québec. Ouais. À quelque part. Et ces deux marques-là sont fortes. Moi, ça fait presque 35 ans que je travaille dans l'industrie événementielle et donc je travaille avec des gens qui viennent de l'étranger et ils sont contents de venir à Montréal, ils sont contents de venir à Québec. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens-là? Ben, ils nous parlent de tout ce qu'on sait. Ils nous parlent de la restauration. Ils nous parlent de la vibe de la ville. Tu sais, on a développé quelque chose au Québec qui est complètement pas supposé se développer. T'es pas supposé avoir le plus grand festival de jazz au monde au Québec. Ouais. Tu sais, quand tu regardes ce que Juste pour rire fait avec son volet professionnel, on parle de tourisme d'affaires, c'est la plus grosse plaque tournante des discussions de l'humour au monde là, qui se passe à Montréal à chaque année. Tu sais, le Festival d'été de Québec qui rivalise avec les plus grands festivals américains. Avec des têtes d'affiche incroyables. Exactement. Mais tout ça, c'est parce qu'on a développé une industrie de l'expérientiel, de la créativité extraordinaire. Puis là, il faut saluer les champions puis ceux qui ont pavé la voie, les Alain Simard, les Guy Laliberté. Et les Jacques-André Dupont. Tous ces gens-là qui ont créé un écosystème qui est extraordinaire. Et moi, ce que j'espère, c'est que l'industrie des événements d'affaires va se rendre compte que le contexte est favorable à utiliser ça puis à le mettre du côté des événements d'affaires. L'industrie touristique, qu'elle soit d'affaires ou d'agrément, c'est une industrie qui est extrêmement résiliente, qui n'a pas beaucoup d'investissement pour ce qu'on génère comme retombées et qui est extrêmement, à ce sens, créative. Je veux juste qu'on précise un peu par rapport aux retombées, parce que tantôt, on a donné des chiffres. Bon, c'était 4 milliards. 4,4 milliards en 2024 de devises étrangères. Donc, généré là, puis en le argent. tourisme d'affaires, parce que selon, mettons, le gouvernement, oui, là, 2,1 milliards jusqu'à présent en tourisme d'affaires au Québec. C'est ça. Donc, c'est quand même énorme. Là, c'est pas, on est un peu loin du chiffre que vous donniez tantôt sur le tourisme d'affaires. Le 800 millions, c'est en devises étrangères. Donc, c'est de l'argent de l'étranger. Le 2,1 milliards, c'est l'argent qui est généré par le tourisme d'affaires, tant intra que hors Québec. Mais eux disent que le tourisme d'affaires, c'est le segment le plus lucratif du tourisme en général. Il est effectivement lucratif parce que si mais pas le plus, selon vous. Non, en fait, vous êtes d'accord. C'est 40 du chiffre d'affaires oui, absolument. Non, c'est très, très, très payant. Les gens qui viennent en tourisme d'affaires dépensent davantage. Per capita, c'est plus payant. Oui. Un touriste d'affaires est plus payant. Oui, parce qu'ils vont dépenser plus, ils ont des comptes de dépenses et compagnie. Là. Ça, on le sait. Mais le tourisme d'affaires aussi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être compenser aussi pour les périodes touristiques plus creuses. Absolument, absolument. En ça, fait, vous voyez ça comment se déployer? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on mise? Ben, c'est déjà le cas. Tu sais, tantôt, vous nous posez la question, est-ce qu'il y en a qui demandent de venir pendant l'été, pendant les événements? Oui, certes, mais c'est sûr que les périodes les plus achalandées dans les événements d'affaires sont l'automne et le printemps. Parce que l'été aussi, les gens ont des vacances, le temps des fêtes étant ce qu'il est. Donc, c'est sûr que ça, c'est moins achalandé pour ces activités-là. Mais dans la période vraiment de l'automne et du printemps, c'est des périodes qui sont plus creuses pour certaines destinations. C'est là où les revenus qu'on génère avec la taxe sur l'hébergement, notamment, sont plus bas. Puis la taxe sur l'hébergement, il faut savoir aussi que plus on en génère, qu'elle soit dépensée par un Québécois ou qu'elle soit dépensée par un touriste étranger, mais il y a 3,5 % d'argent qui va être réinvesti en partie dans la promotion du Québec à l'international. Donc, qui contribue à notre promotion comme destination à l'international. C'est la marque Bonjour Québec. Puis on peut regarder d'autres choses, parce qu'on dit affaires, mais le mot affaires est très large. Oui. Ça pourrait être les événements sur le savoir. Donc, tout ce qui est universitaire, donc qui est en dehors de l'été. Il y a beaucoup d'événements qui sont connectés sur nos universités. Tout notre écosystème universitaire est extraordinaire. On en a parlé ici dans certains épisodes de ce balado. Là, exact. même. Et donc, ça se fait en dehors de la saison estivale. Oui. Chez C2, on organise souvent des événements pour faire avancer la science ou des choses comme ça avec des fondations ou des groupes universitaires. Et puis ça se passe en dehors des périodes de pointe. Et il y a vraiment un potentiel aussi de développement intéressant. Surtout quand on sait ce qui se passe au sud de la frontière, où la science, le savoir... On a des réfugiés maintenant scientifiques, des gens qui veulent s'en venir ici pour pratiquer librement. Alors, il y a une opportunité pour le Québec de non seulement faire venir des cerveaux, mais de connecter sa stratégie de tourisme d'affaires et événementiel là-dessus. Au mois de février, quand M. Trump a annoncé les tarifs douaniers, tout ça, puis il a aussi coupé beaucoup dans la recherche aux États-Unis. Donc, il y avait des congrès qui devaient se tenir à Montréal-Québec qui ont été annulés parce que les chercheurs pouvaient plus venir. Il y avait un congrès sur l'eau, entre autres, où il y a eu des problèmes. Oui. Absolument.
Ce qui fait, par contre, qu'ils ont été quand même capables de sauver la mise au niveau des centres de congrès, notamment à Québec, parce qu'ils ont reçu aussi plus de congrès du Canada, du reste du Canada, qui ont décidé de choisir Québec ou Montréal plutôt que d'aller aux États-Unis comme c'était prévu. Donc, il y a eu quand même une compensation, tant dans l'agrément que dans le tourisme d'affaires. Ouais. En terminant, j'ai envie de vous poser la question suivante parce que, bon, il y a toujours place à l'amélioration. On s'en est un peu parlé. Les devoirs qu'on aurait à faire, ce serait... Il lève les yeux au ciel. Ce serait lesquels? On commence par quoi? On est au début. C'est ça. On est au début. Il y a 2 ans, on a commencé des discussions ensemble. Oui, absolument. Sur le fait que le tourisme d'affaires est un peu le mal-aimé au Québec, dans le sens que... Il est méconnu, en fait. Il est méconnu, mais ça me il est pas surprend, compris. on dirait, Ouais, avec toutes les retombées. On dirait que je comprends pas. Mais c'est parce que ça va bien. En fait, là, c'est quand ça va mal qu'on en parle. Puis le tourisme, c'est une industrie positive. On dit toujours que c'est l'industrie du bonheur, mais c'est une industrie qui est positive tant dans l'affaire que dans l'agrément. Et ça fait en sorte qu'on a toujours de l'air d'être content. Puis ça fait que on n'a pas d'investissement parce qu'on a de l'air d'être au-dessus de nos affaires. On en parle juste quand c'est la COVID puis que ça va mal puis qu'il n'y a plus personne. Exact. Et sincèrement, pendant la pandémie, il y a eu un... C'est là qu'on s'en est rendu compte. Oui, parce que le tourisme d'agrément, tout le secteur événementiel a été très bien supporté par les pouvoirs publics, mais pas dans le tourisme d'affaires. Exact. Et donc, pendant la pandémie, il y a eu le premier, je pense, programme qui a été créé sur le tourisme d'affaires, qui était de 25 millions de dollars. Mais c'est-tu parce que ça paraît pas, donc il n'y a pas de volonté politique? Bien, en fait, c'est pas de la volonté comme on le sait pas, c'est ça. Okay. C'est vraiment, on est tellement positif, puis on est tellement créatif, comme je le disais, résilient, que c'est comme si on passait sous le radar. Mais les retombées sont énormes, là. C'est 18,1 milliards qui a été généré pour l'industrie touristique au complet en 2024 donc, au Québec. ces fameux devoirs... Bien, les devoirs, on va les annoncer bientôt parce que je vais te laisser parler. Regardez qui nous tease. Non, mais c'est parce qu'on a fait des travaux depuis le mois de mai, plus accélérés, accentués depuis le mois de mai. Puis l'Alliance de l'industrie touristique du Québec a décidé maintenant de ne plus seulement reconnaître ou représenter l'industrie de l'agrément. On va vraiment élargir avec l'industrie d'affaires. Puis donc, votre implication dans le tourisme d'affaires va prendre plus de place. Absolument. Puis vous allez le voir dans nos discours également. Puis on fait des représentations, on travaille très, très étroitement avec le gouvernement du Québec pour qu'il y ait cette reconnaissance-là puis cette structuration de l'offre partout au Québec. Il va y avoir une connexion sur l'écosystème canadien aussi. Aussi, bien sûr, on a une alliance qui s'en vient avec des joueurs pan-canadiens. Exact. Et puis donc, on est au début. Dans 10 ans, là, vous allez être capable de dire, OK, j'ai entendu parler de ça en 2025, ça a parti, puis dans 10 ans, vous allez voir qu'il y a un écosystème événement d'affaires qui va avoir vraiment transformé le secteur touristique au Québec. Je suis convaincu de ça. Jacques-André a écrit un manifeste incroyable sur comment on se projette dans 10 ans dans les événements d'affaires au Québec. Puis, j'invite tout le monde à le signer parce que c'est vraiment une belle projection. Faut le dire quand même. Oui, absolument. On l'a envoyé à notre écosystème, bien sûr, qui sont à 150, 175 gens des événements d'affaires pour leur demander de le signer. Mais on va le partager. Il y aura toute une structure de communication face à ça, stratégie de communication. Mais ce manifeste-là, cette vision-là, des fois, d'écrire le narratif où on veut se projeter, je pense que c'est la meilleure façon de construire. On fait de la visualisation créatrice. Merci à vous deux. Merci. C'est vraiment intéressant. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté Plus que des pieds carrés, le balado du Palais des Congrès de Montréal. Je suis Geneviève Petersen et j'ai le plaisir d'animer ce podcast réalisé par Virage Sonore. Pour découvrir le reste de la série, ne manquez pas nos autres épisodes et abonnez-vous sur votre plateforme préférée. À bientôt!